Du coup, bonjour à tous. Bienvenue pour cette deuxième soirée consacrée aux débouchés en biologie. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Bruno Gauthier. Bonjour, docteur Gauthier. Bonjour. Je ne vais pas citer toutes vos casquettes, hein, c'est un petit peu long. Mais vous êtes notamment le directeur de la transformation digitale au sein de votre groupe de laboratoire et vous êtes aussi vice-président du SDBio, le syndicat des biologistes. Et aujourd'hui, vous intervenez en tant que représentant de la Société française d'informatique de laboratoire, le SFIL. Je vous laisse vous présenter un petit peu et puis vous pouvez démarrer. OK, merci. Je vais d'abord présenter rapidement la SFIL et puis je Oui, oui, me allez-y. présenterai après un peu plus en détail. Alors, la SFIL, c'est la Société française d'informatique de laboratoire. Elle a été créée en 1985 et c'est une association loi 1901 à caractère scientifique. Donc, c'est une société savante qui regroupe des représentants des laboratoires, qu'ils soient privés ou publics, également des industriels et tout l'écosystème qui tourne autour de la biologie médicale. Son objectif, c'est promouvoir le développement et l'évolution des systèmes d'information des laboratoires en adéquation avec les textes réglementaires et les avancées technologiques et favoriser les échanges d'idées entre tous les partenaires concernés, donc que ce soit bien sûr l'écosystème du laboratoire, mais également tous les organismes publics. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, en termes d'action, on met en place des groupes de travail sur des sujets concernant l'évolution des systèmes d'information. J'en parlerai un petit peu plus loin, mais c'est en constante évolution. On essaye aussi de mettre à disposition des outils destinés à venir en aide aux laboratoires et aux fournisseurs de logiciels. Et on organise également des congrès et des journées de formation centrées autour de thèmes d'actualité ou sur ou la présentation de travaux récents. Et on a d'ailleurs le congrès, on organise un congrès tous les 2 ans. Et ce congrès se tient dans 2 jours à Poitiers. Et on va l'année prochaine faire une journée de formation sur l'exploitation de la donnée en biologie médicale, entre autres. Alors les travaux, bon, je vais vite, hein, je vous ai mis les travaux à partir de 2004, mais on avait déjà travaillé, on a travaillé, le premier travail de la SFIL, c'était de créer le GBEI, qui était le guide de bonne exécution des systèmes d'information, et ça avait été repris à l'époque dans le GBEA. On a travaillé sur un certain nombre de documents, notamment des documents d'accompagnement pour l'accréditation des laboratoires. Et là, on est en train de faire la V3, vu qu'il y a la nouvelle version de la norme ISO 14189, la version 2020 qui est parue. On participe à la rédaction d'un certain nombre de documents et on a participé à la rédaction du chapitre informatique du descriptif standardisé de robotique et d'automatisation des laboratoires de la SFBC. Même chose, on a travaillé sur le chapitre informatique des solutions en cytohématologie, également la SFBC. On a, en collaboration avec l'OCDI, travaillé sur un document et un process de validation des connexions informatiques. On doit sortir un code de conduite. Donc, ça, c'était un projet 2019, mais 2019-2020. Et compte tenu des conditions sanitaires, on n'a pas pu le sortir. Et là, on devrait le sortir. Alors, le code de conduite, hein, c'est un référentiel pour se conformer au règlement européen sur la protection des données personnelles. Et le pendant du code de conduite, c'est donner une trame pour réaliser des études d'impact pour tout nouveau traitement de données personnelles. Donc, on participe également à beaucoup de travaux en collaboration avec des agences de l'État, donc avec l'ANS. Là, pour le coup, on est dans tous les comités et dans tous les groupes de travail. Voire même des fois on est les seuls représentants des professionnels de santé dans ces groupes de travail, typiquement sur la valeur probante des documents de santé numérique. J'ai parti sur les groupes de travail a duré pendant 2 ans et j'étais le seul professionnel de santé présent. Notre
travail qui est très important. On a, pour répondre à un appel d'offres de l'ANS pour maintenir la codification LOINC, j'y reviendrai, on a créé un consortium entre la PHP, Vidal, Mondeka, pour assurer la traduction française de la nomenclature internationale LOINC, mais également maintenir un jeu de valeurs Circuit la biologie. Donc ça, c'est un gros travail qui a démarré il y a déjà plusieurs années et qui consomme beaucoup de temps de biologiste. On travaille avec la NSM sur la nomenclature des techniques, avec le COFRAC sur la rédaction et la révision du SHGTA 02, et on est membre du comité de section humaine en tant que personne qualifiée. On travaille également avec la DGS, donc sur des sujets type antibiothérapie ciblée. Alors, c'est pas parce qu'on est des pros de l'infectieux, hein. C'est simplement qu'on est surtout des pros de la structuration de la donnée et de l'interopérabilité entre les différents systèmes d'information. Et c'est pour ça qu'on est associé à ce type de travail. Sur le signalement des incidents informatiques, c'est un élément important. Il y a un CERT santé qui a été mis en place en 2017. Et ce CERT santé collecte l'ensemble des incidents informatiques et accompagne les différents professionnels pour gérer, pour les résoudre. On fait également partie du comité de pilotage de SIDEP et du comité de pilotage de l'entrepôt national de données biologiques, qui va être le bébé de SIDEP et qui devrait paraître d'ici juillet de cette année. On travaille également avec la DNS, donc on fait partie du comité stratégique du numérique en santé et je suis membre de la task force de biologie médicale qui mène tous les travaux autour du Ségur, j'y reviendrai tout à l'heure. Et on est également membre de l'association Interop Santé qui définit tous les protocoles, en tout cas qui adapte tous les protocoles internationaux à la France. Donc là, il y a un certain nombre de groupes de travail, les profils IHE d'intégration de la biologie, la codification des techniques et un gros pavé qui est la prescription connectée. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, allez sur notre site. Et puis, n'hésitez pas également à adhérer à la suite. Il y a un prix spécial interne et étudiant. Et on a besoin de force vive. Et sinon, vous pouvez vous tenir informé également de toutes les formations ou congrès qu'on met en place. Alors, qui suis-je? Je suis biologiste médical, moi, depuis novembre 1999. J'ai été DSI de mon laboratoire de 2003 à juin 2021. Et en juin 2021, j'ai rejoint le groupe Innovi en tant que directeur de la transformation digitale et de l'innovation. Je suis également trésorier de la SFIL, je suis vice-président du FDB en charge du numérique et je représente la SFIL au comité de section humaine du COFRAC, au comité de pilotage de SIDEP et de l'ENDB. J'ai été un des architectes en fait de SIDEP en 2020, mais j'y reviendrai. Je fais partie également du comité stratégique du numérique en santé, du comité stratégique de l'innovation en santé, membre de la task force de biologie médicale et membre du comité scientifique de biologie médicale, qui est un comité qui valide toute la formation continue des biologistes. Voilà. Donc, là, je vais vous parler un petit peu des systèmes d'information de laboratoire. Je vais rester très, très général hein, parce qu'on a peu de temps, mais après, je serai à votre disposition pour des éléments complémentaires ou voire pour d'autres sujets. Donc, l'objectif d'un système d'information en biologie médicale, hein, c'est de transmettre une interprétation pertinente d'un résultat d'examen de biologie médicale provenant du bon patient au bon moment à la bonne personne. Voilà, c'est assez simple, mais pour mettre en place pour réussir ce tour de force, il y a un certain nombre d'éléments qui sont importants, et notamment quelques définitions. La gestion quotidienne d'un SI, c'est l'ensemble des processus qui permet de s'assurer que l'information est à tout moment disponible, intègre, confidentielle et traçable. Disponible
c'est une information qui doit être accessible et utilisable par un destinataire autorisé, donc à l'endroit et à l'heure prévue, intègre, il est indispensable que l'information ne puisse pas être modifiée, et si elle est modifiée, elle peut l'être que par des personnes autorisées et selon un procédé défini, confidentiel. Alors, on a une matrice d'habilitation et la donnée ne peut être accessible que par ceux qui ont été autorisés. Et bien sûr, ça doit être traçable, parce que sans la traçabilité, on est incapable de rendre la donnée disponible intègre et confidentielle. Alors, cette gestion des systèmes d'information, elle est très normée et très réglementée. Et ça me semblait important de vous présenter un peu l'environnement dans lequel vous baignez tous les jours, même si vous n'en êtes pas parfaitement conscient. On a un contexte normatif, hein, j'ai repris une phrase du SH GTA 02. La maîtrise des moyens informatiques, matériels et logiciels dans le laboratoire est à considérer au même titre que tous les autres équipements d'analyse en transposant à leur utilisation les exigences du référentiel. On a un certain nombre de documents qui sont importants à connaître pour maîtriser son système d'information. On a des documents de référence qui sont opposables, la norme ISO 15189. À l'heure actuelle, c'est encore la version 2012, mais on est en train de travailler sur la version 2020, et le SHF 02. Et un défaut dans la prise en compte des éléments qui sont présents dans la norme ou dans le SHF 02 peut donner lieu à des écarts. Et on a des documents qui ne sont pas opposables, qui sont des recommandations, qui ont pour objectif en fait d'aider les laboratoires dans la mise en œuvre des documents opposables. Et donc, c'est le SH GTA 01 et le SH GTA 02. Le contexte réglementaire, je vais y passer un peu de temps, mais c'est important de comprendre ce qui se passe. Et depuis 2016, on a vraiment une avalanche de textes. Quand je parle d'avalanche, je pèse mes mots. Ça en est même assez compliqué de suivre le rythme des autorités de tutelle et de s'adapter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a créé le Ségur de la santé, le Ségur du numérique en santé. Et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, depuis 2016, on a des textes qui sortent à un rythme effréné avec deux objectifs: organiser et structurer les échanges entre les professionnels de santé et protéger les données sensibles et lutter contre le cyberrisque. Alors, 2016, ça a été l'apothéose, hein. On a eu la loi de santé du 26 janvier 2016 qui a relancé le DMP qui était complètement enterré, qui a modifié les conditions d'hébergement de données de santé et qui a créé les CPTS et qui impose la transmission des données conformes au cadre d'interopérabilité, j'y reviendrai. Dans le même temps, on a le décret du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale qui est sorti et qui impose, à compter du 1er octobre 2016, que les laboratoires transmettent l'ensemble de leurs comptes rendus au DMP et par messagerie sécurisée de santé aux professionnels de santé, et le tout dans un format conforme au cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. À l'époque, quand ce texte est sorti, tout le monde est tombé des nues. Il est sorti de nulle part. Personne n'était prêt. Les laboratoires étaient loin de pouvoir structurer leur compte rendu dans un format conforme au CIVIS. Et de toute façon, personne n'était en capacité de lire des documents structurés au format conforme au CIVIS. Mais bon, ce décret est sorti, imposant au 1er octobre 2016 ce type de transmission. Bon, il y a eu une petite bataille entre les représentants de la profession, les industriels, et à l'époque, la direction des systèmes d'information en santé. Et suite à ce décret, on a mis en place un planning de déploiement qui allait jusqu'en 2020 pour la mise en place de ce décret. On a eu aussi un décret important, c'est l'ordonnance 2016-131,
qui a défini ce qu'était la signature électronique et la force probante des documents dématérialisés. Ça faisait plusieurs années qu'on réclamait un cadre législatif parce qu'il n'y avait rien. Donc, cette ordonnance a été très structurante et on s'appuie depuis dessus pour définir ce que c'est qu'une signature électronique. Et bien sûr, le 27 avril 2016, on a eu la publication du règlement européen relatif à la protection des données physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, qui indiquait que le RGPD était applicable dans les États membres en mai 2018. Et j'y reviendrai également, mais ça a donné lieu à un des groupes de travail les plus importants de la SFIL, qui est donc de la constitution d'un code de conduite pour se conformer au RGPD, code de conduite qui est opposable. On continue. La création du CERT Santé, c'est suite à un décret de 2016 également, qui indiquait les conditions de signalement des incidents graves de sécurité. Et puis, deux décrets, des arrêtés qui sont sortis pour définir ce qu'était qu'une équipe de soins et les modalités de partage d'informations entre les équipes de soins ou les gens qui ne faisaient pas partie des équipes de soins. Et enfin, dernier décret important, c'est la création du SNDS. Le SNDS qui regroupe toutes les données de facturation de la CNAM, ainsi que les données du PMSI. Donc, c'est une base de données unique au monde et qui est extrêmement utilisée au quotidien par tous les chercheurs et les start-upers qui souhaitent développer des algorithmes pour constituer et qualifier leurs données. 2017-2018, c'est la mise en place de l'identité nationale de santé. Donc là aussi, c'est un élément important. Ça a été une bataille de plus de 40 ans. En effet, le numéro unique, l'identifiant unique, ça a été à l'origine de la création de la CNIL, suite à un projet gouvernemental qui voulait, en 76, même avant 74, créer un identifiant unique pour classer toutes les informations concernant chaque citoyen français. Ça a été un tollé. La CNIL a été créée et ça a été une bataille de plus de 10 ans pour faire en sorte que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, c'est le numéro INSEE, soit utilisé comme identifiant national de santé. Et dans la foulée, en 2018, le 30 septembre, on a eu la publication du référentiel identifiant national de santé. Alors, ce référentiel gère les modalités d'identification des patients, mais également toutes les mesures de sécurité à mettre en place au sein de nos systèmes d'information pour gérer cette identité nationale de santé. 2019, ça a été l'année d'annonce du plan de Macron, qui était Ma Santé 2022. Il y a eu plusieurs rapports. Il y a eu le rapport Lavillenie sur l'intelligence artificielle. Après, il y a eu un autre rapport sur la transformation numérique du système de santé. Et ces deux rapports ont abouti au plan Ma Santé 2022. Et bon, pour ce qui nous concerne sur le sujet, un investissement de 500 millions d'euros sur 3 ans pour mettre en place, pour accélérer la transformation numérique. Et également, il y a eu un certain nombre de sujets sur la modification des études en médecine, et notamment la suppression du numerus clausus dès 2020. 2020, c'est l'année de la crise sanitaire. On était toujours sur notre foulée de publication effrénée de textes réglementaires encadrant le quotidien des laboratoires. Et donc, le 25 janvier 2020, on a eu la publication de la doctrine du numérique en santé. Et puis, est arrivé le Covid.
Et toutes nos forces se sont concentrées sur la création de 2 systèmes d'information, SIDEP, système d'information de dépistage populationnel et contact Covid-19. Le SIDEP, hein, ça a été un rêve des biologistes. Ça faisait 20 ans qu'on réclamait ce type d'outil. On n'arrivait jamais, ça échouait en permanence. Et là, en moins de 3 mois, on a réussi à constituer un système d'information qui a permis le pilotage très fin et quotidien de la crise sanitaire. Donc c'est ce que je disais en introduction. Moi, je fais partie du comité de pilotage. J'ai été un des 3 architectes de cet entrepôt de données. Mais il faut savoir que pour arriver à le mettre en place, on a eu à un moment plus de 200 ingénieurs qui ont bossé 24 heures sur 24. C'était Capgemini qui avait mis à disposition toutes ces ressources pour qu'on mette en place ce système d'information. Et ce qui était assez exceptionnel, c'est qu'on ne s'est jamais rencontré. Tout a été fait en vidéo et on s'est vu on a fait une grande soirée pour apprendre à se connaître l'année d'après, en 2021. Ça a été aussi, la crise sanitaire, ça a permis de révéler le malaise qui existait en santé. Et donc, on a eu le lancement en juin une grande concertation. Et de cette concertation est sorti les accords du Ségur de la santé le 13 juillet 2020. Et il a été décidé dans ces accords qu'il fallait absolument accélérer la transformation digitale de la France, de façon à ce qu'elle soit un des leaders du numérique en santé et que les outils déployés permettent de soulager les professionnels de santé dans leur exercice quotidien. Et donc, ça a été, sur ce dernier trimestre, on a travaillé énormément justement sur cette accélération de la transformation digitale. Et il y a eu 2 textes importants qui sont sortis. L'ordonnance du 18 novembre 2020 portant mise en œuvre de la prescription électronique. Donc l'idée, c'est qu'avant fin 2024, on n'ait plus de prescription papier et que tout soit dématérialisé. Et tout le plan de financement et les axes du Ségur du numérique en santé ont été décrits dans la loi du 14 décembre 2020 relative au financement de la sécurité sociale. Les modalités de financement ont été publiées le 10 mars. Un élément extrêmement important, au mois de mars également, on a eu la publication du référentiel force probante, qui était un élément important pour pouvoir définir l'opposabilité d'un document produit par un professionnel de santé. Autre référentiel qui est sorti, c'est le référentiel d'identification des utilisateurs des services numériques, donc qui définit toutes les modalités d'identification des professionnels de santé ou des usagers lorsque vous utilisez un service numérique de l'État. Et ça a eu un impact important parce que dans le cadre du Ségur numérique en santé, j'y reviendrai, on a imposé ces protocoles d'authentification même pour se connecter au système de gestion de laboratoire. Événement marquant aussi en 2021, on a eu la publication de la loi bioéthique le 2 août 2021, et notamment avec son article 17, qui a introduit le principe de garantie humaine lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle. Ça a des impacts majeurs en biologie médicale. À partir du moment où vous allez utiliser un outil qui se fonde sur l'exploitation des données massives pour rendre un résultat, vous devez impérativement informer vos patients et le prescripteur que vous avez utilisé ce type d'outil. Et donc, vous devez avoir mis en place, pour utiliser ce type d'outil, un principe de garantie humaine, c'est-à-dire un tiers qui s'assure
que l'outil développé à partir de l'intelligence artificielle ne dérive pas. Et également le droit des patients à demander à ce qu'il y ait un œil humain qui revienne sur la conclusion donnée par l'intelligence artificielle. Un autre élément extrêmement important qui a eu lieu en 2021, c'est la création d'un programme de financement destiné à encourager l'équipement numérique des laboratoires de biologie médicale. Alors ça, c'est un financement qui est totalement inédit suite à la stratégie d'accélération qui a été définie dans le cadre du Ségur. Il a été mis en place donc une task force, alors 6 task force, une concernant la médecine de ville, une concernant la pharmacie, une concernant la radiologie, une concernant les radiologues, une concernant le médico-social et une concernant les laboratoires de biologie médicale. Et on a défini un certain nombre de règles à laquelle devaient se conformer l'ensemble des éditeurs et les professionnels de santé. Et pour la mise en œuvre de ces règles, on a créé un mode de financement qui est totalement inédit en Europe, c'est-à-dire qu'on finance pour le compte des professionnels de santé directement les éditeurs. Donc, pour être éligible, les éditeurs doivent produire une version conforme aux exigences, demander un devis aux professionnels de santé. À partir de là, ils ont un versement de 70% de la somme. Et une fois le déploiement réalisé, et après validation du professionnel de santé, ils reçoivent les 30% restants. Alors, c'est un élément extrêmement important, ce programme de financement, parce que ça a permis de faire en sorte que l'ensemble de l'écosystème de santé en France puisse alimenter le DMP, consulter le DMP et utiliser la messagerie sécurisée de santé, ce qui n'était pas le cas en 2016 lorsque le décret relatif à la biologie médicale est sorti. En 2022, on a le référentiel d'identification des acteurs du secteur sanitaire, médico-social et des personnes physiques et morales qui est sorti, donc qui est opposable. Le 25 janvier 2022, on a eu le référentiel d'interopérabilité de sécurité des dispositifs médicaux numériques et de télésurveillance, c'est pareil, qui émet un certain nombre d'exigences en termes de sécurité. Un événement majeur, même si vous n'en êtes pas rendu compte, c'est l'arrêté du 26 avril 2022 qui fixe la liste des documents soumis à l'obligation d'alimentation du DMP et donc de l'utilisation de la messagerie sécurisée citoyenne. Et donc, dedans, on retrouve les comptes rendus de biologie médicale qui doivent être impérativement transmis aux patients par messagerie sécurisée citoyenne, au DMP, au format structuré conforme au plan d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, et aux prescripteurs en utilisant la messagerie sécurisée de santé. Et donc, dans les documents qui doivent être impérativement transmis, vous l'avez dit, on a le compte rendu, mais on a également la prescription de biologie médicale qui doit être transmise au plus tard le 31 janvier 2024. Autre élément sur cet arrêté qui est vraiment un arrêté qui va faire date, c'est que la communication concerne bien sûr la médecine de ville, mais ça concerne également toute la médecine publique. Et donc, les laboratoires, qu'ils soient privés ou publics, doivent alimenter impérativement le DMP. Pas le DMP, excusez-moi, l'espace numérique en santé qui contient le DMP. Toujours un peu d'éthique et d'éthique et de philosophie, on va dire.
et du RGPD. Le 31 mai 2022, on a publié les recommandations de bonnes pratiques pour intégrer l'éthique dès le développement des solutions d'intelligence artificielle en santé. Donc ça, c'était une exigence, c'était une exigence de Ma Santé 2022, mais également une exigence du RGPD. Et puis, pour terminer, en février 2023, on a eu la publication de la doctrine du numérique en santé, version 2022, bon, qui reprend beaucoup d'éléments de 2019. Et un autre élément, c'est que le 28 avril 2023, on a la fin du financement de la première vague du Ségur du numérique en santé. Et on va publier en juin les exigences pour la vague 2. Alors, je ne pouvais pas parler de gestion des systèmes d'information sans vous présenter ce qu'on appelle la maison de Dominique. Dominique Pont a été le directeur de la direction du numérique en santé de 2019 à 2022. Et c'est lui qui a construit cette maison. Donc, dans cette maison, on retrouve tous les éléments qui sont nécessaires à la communication et à la transmission des données de santé et à son exploitation. Donc, elle s'appuie sur des référentiels socles, des services socles. Dans la maison, vous avez des services pour les professionnels, des services pour les citoyens. Le toit, vous avez l'exploitation des données via le Health Data Hub. Et puis, vous avez tout autour l'environnement qui permet de mettre en œuvre tous ces services. Donc là, vous avez l'état en 2019. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient inexistantes ou naissantes. Et en 2022, il y a eu un parcours énorme. Tous les services socles ont été mis en place, que ce soit la messagerie sécurisée de santé, le dossier médical partagé, l'agenda pour les patients, la e-prescription. Mon espace santé a été créé pour l'ensemble des citoyens français et on a une utilisation à l'heure actuelle qui est exponentielle. Et on retrouve un certain nombre d'éléments dans cet espace-là qui sont importants pour nous, notamment le volet de synthèse médicale qui vous permet d'avoir d'un seul coup d'œil les éléments cliniques pertinents concernant votre patient. Et puis, on est un énorme pourvoyeur de données pour cet espace, vu que 40% des documents qui alimentent mon espace santé proviennent des laboratoires de biologie médicale. Alors, pour gérer un système d'information, vous l'avez vu, il y a un contexte réglementaire important et ces éléments réglementaires ont produit un certain nombre de référentiels. Je me suis focalisé que sur les référentiels opposables. Il y a d'autres référentiels qui sont là pour vous aider à mettre en place les référentiels opposables. Donc, on a la politique générale des systèmes d'information, de sécurité des systèmes d'information en santé, la PGSSIS, qui est maintenue par l'Agence du numérique en santé, qui englobe un certain nombre de règles qui sont de sécurité concernant l'accès au système d'information, concernant l'authentification des professionnels à ce système d'information. Il y a des règles de sécurité concernant les accès distants et on décrit également toutes les modalités de communication et de sécurisation des données. Associé à la PGSSIS, on a le CISIS, donc, qui est le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Donc, lui définit la structuration des documents. Donc, on a un volet biologie médicale qui indique que les documents de biologie médicale doivent être structurés en CDA. Alors, le CDA, c'est une norme internationale qui définit, c'est un simple document XML, mais qui est complètement normé et qui permet l'échange des comptes rendus d'examen de biologie médicale de machine à machine dans le monde entier, mais qui est également lisible par l'homme.
La codification des examens de biologie médicale, j'en ai déjà parlé, c'est la codification LOINC, mais on utilise également d'autres codifications, notamment pour les signes cliniques, c'est du SNOMED-CT, la CIM10, et puis là, on est en train de travailler sur une nomenclature des germes. Là aussi, on s'appuie sur des nomenclatures internationales. La loi bioéthique, j'en ai parlé avec son article 17. Le référentiel d'authentification, dont je ne vous parle pas des contraintes normatives. Bien sûr, le règlement européen sur la protection des données personnelles. Euh, alors, on ne vous demandera jamais de le connaître par cœur, hein. Par contre, il est extrêmement important d'intégrer dans tout nouveau projet cette notion de protection des données personnelles. Et vous devez à chaque fois vous poser la question, au-delà du secret professionnel ou du secret médical, quel impact ça a pour les patients, euh, la mise en place d'un nouveau traitement. Vous avez le référentiel général de sécurité. Donc là, c'est un référentiel qui est publié par l'ANSSI, hein, qui est l'Agence nationale des systèmes de sécurité des systèmes d'information. Et ce RGS définit toutes les mesures de sécurité à mettre en œuvre dans un système d'information public. Donc, ça vous concerne directement lorsque vous travaillez dans les hôpitaux publics. On a le référentiel national d'identité-vigilance, hein, je vous en ai déjà un petit peu parlé, qui définit les modalités d'utilisation de l'identité nationale de santé. Et dedans, il y a un certain nombre d'exigences de sécurité, notamment sur l'authentification des professionnels de santé, sur la mise en place de pen tests et de tests d'intrusion, de détection de mauvaise utilisation du système d'information. Et un autre référentiel important, c'est le référentiel HDS. Donc, c'est le référentiel qui porte sur la certification des hébergeurs de données de santé, qui comprend 100% de l'ISO 27001, qui est la norme ISO de référence sur la sécurité informatique, et puis une partie d'autres normes ISO et 6 exigences spécifiques à l'hébergement de données de santé. Là aussi, c'est des éléments importants à connaître sans avoir à les maîtriser, parce qu'à l'heure des regroupements, on se retrouve très vite hébergeur de données de santé. Et il y a un certain nombre de contraintes à connaître et à maîtriser et à mettre en œuvre. Je vais vous faire un petit focus sur les fonctions clés pour gérer un système d'information correctement. Alors ça, c'est le strict minimum. Vous avez obligatoirement vous avez du personnel du service informatique. Vous devez avoir dans vos structures un responsable de sécurité des systèmes d'information. Ça, c'est une obligation réglementaire, hein, quelle que soit la structure privée ou publique. On doit obligatoirement avoir un RSSI. On doit également avoir obligatoirement un délégué à la protection des données personnelles. Et c'est beaucoup mieux d'avoir un directeur des systèmes d'information. Et ces 3 fonctions clés sont reliées directement à la direction, mais sont obligatoirement indépendantes de la direction, parce qu'elles doivent pouvoir exercer leur métier en toute liberté, sans aucune contrainte. Donc la DSI est lui porteur de la stratégie digitale et informatique de la direction. Et le DPO et le RSSI sont là pour apporter leur expertise et pour alerter le DSI et la direction de toute dérive éventuelle concernant la sécurité informatique ou la protection des données personnelles. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai pas voulu rentrer dans la gestion quotidienne. Ça pourra faire l'objet d'autres interventions ou de formations si vous le souhaitez. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Et j'ai préféré laisser un peu de temps pour de l'échange. Alors, peut-être qu'on peut entamer. Justement, moi, j'avais quelques questions. Euh,
Là, sur votre dernière diapo, vous aviez abordé les fonctions clés un petit peu dans la gestion du service d'information dans le laboratoire. Vous aviez précisé que la direction doit être différente du DPO, du RSSI, du DSI, etc. Dans les petites structures, est-ce que ça reste obligatoire? Je pense à des petits labos qui se montraient, même si bon, ce n'est plus, ça reste encore un petit peu, ça demeure exceptionnel. Ou est-ce qu'il faut au minimum 2 personnes du coup pour faire la direction Non, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, en plus, pour être DSI, on ne demande pas de compétences particulières. Mhm. Par contre, pour être DPO ou RSSI, il faut vous devez être en capacité de montrer que vous êtes compétent en la matière. Donc, c'est assez compliqué pour un biologiste d'être DPO ou d'être RSSI. Et donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on externalise la fonction. D'accord. On Ça veut peut dire prendre des DPO en temps partagé, des RSSI en temps partagé. d'accord. Ou peut-être qu'il y a aussi des entités indépendantes, on va dire, auxquelles on peut faire appel. Oui, c'est ça, c'est des cabinets. Alors souvent pour le DPO, c'est des cabinets juridiques, hein, Ok. parce que c'est quand même extrêmement juridique. Et côté RSSI, c'est plus des profils architectes réseau qui viennent accompagner le laboratoire pour euh, mettre en place la sécurité qui va bien. Alors après, dans la politique de sécurité, il y a les outils, mais il y a également un côté formation qui est extrêmement important. Mhm. Euh, Parce qu'on se doit de faire une formation sur la sécurité informatique à minima une fois par an. Il suffit pas d'avoir une charte d'utilisation du système d'information. Il faut que cette charte, elle soit comprise par l'ensemble du personnel. Et donc, il faut mettre en place un certain nombre d'actions pour pouvoir tracer qu'on a fait tous ces efforts pour que le personnel s'approprie la sécurité informatique. Alors, je ne sais pas si dans votre expérience, vous avez eu en tout cas, vous avez eu des formations à ce sujet-là, mais si vous ne l'avez pas eu, c'est pas bien. Euh, non, relativement peu. J'avoue que c'est aussi pour ça qu'on a fait un petit peu appel à vous pour faire une conférence au cours de cette semaine. C'est l'aspect vraiment gestion de l'information au laboratoire. En tant qu'interne, on y est très peu confronté, je trouve. Alors, On est plus là, et c'est le cœur de notre métier, hein, sur vraiment le bilan biologique, sur l'interprétation, etc., la prestation de conseil, mais la gestion après de la data qu'on produit, c'est délégué, on va dire, à d'autres à la DSI. Non, mais voilà, non, mais exactement, exactement. Mais du coup, Mais par contre, c'est pas trop. important d'avoir en tête. Alors, vous ne pouvez pas tout connaître, hein, c'est pas le sujet. Puis il y a des spécialistes du règlement européen sur la protection des données, il y a des spécialistes de la sécurité, il y a des spécialistes d'architecture réseau, mais euh, en tant que biologiste et en tant que directeur de laboratoire, c'est des éléments que vous allez devoir prendre en compte dans votre gestion quotidienne. Oui, oui. Si vous n'êtes pas formé ou informé, c'est un peu compliqué derrière pour rien que, euh, je ne sais pas moi, mettre en place une étude sur de la réutilisation de données, par exemple, hein. Mhm. Il y a un cadre qui est très précis Mhm. c'est extrêmement important de le suivre parce qu'après, derrière, si vous ne le faites pas, vous vous faites rattraper par la CNIL. Ça peut être très méchant. D'accord. La réutilisation des données, du coup, dans le cadre d'une étude notamment, on va toucher à tout ce qui est RGPD, du coup, j'imagine. Alors, RGPD et puis
comité d'éthique. Ok. Donc, on a des référentiels qui existent en fonction du type de réutilisation de données. Donc, on a les MR 001, 002, bon, ça va jusqu'à 6, en fonction du type de réutilisation. Mais derrière, ça demande, voilà, il y a des autorisations D'accord. à faire, il y a éventuellement de recueil de consentement de patients, il y a de l'information. Ok. En règle générale, dans les hôpitaux, c'est bien maîtrisé. Oui. Hmm. Je dis bien en Par règle d'autres générale. personnes, par Oui, d'autres. oui. Mm. Ok. Et tous ces référentiels, notamment, sont disponibles comment, sur quel... Est-ce qu'il y a une plateforme? Sur le site de l'Agence du numérique en santé. D'accord, sur l'ANS. Ouais, vous avez tout. Ok. Tout est mis à disposition. Vous en avez même trop, d'ailleurs. Et après, il y a pas mal de webinaires qui sont faits parce qu'on essaye de diffuser de l'information au maximum. Mhm. Donc, il y a quand même pas mal d'éléments si vous voulez vous renseigner un petit peu sur tout ce qui est notamment structuration du compte-rendu, codification link, la notion d'échange et de partage au sein d'une équipe de soins, hors équipe de soins, parce que ça, c'est des éléments importants pour nous. Parce que malheureusement, heureusement, mais nos comptes rendus sont très utilisés, donc sont très diffusés et partagés entre professionnels sans qu'on le sache des fois. Mhm. Et c'est important de maîtriser tous ces éléments-là de diffusion. D'accord. Derrière, hein, toujours dans le cadre de la sécurité du patient, hein, je prends un exemple très bête, hein, mais qui est récurrent. Lorsque vous avez des systèmes automatiques qui intègrent les données structurées, 9 fois sur 10, on ne tient pas compte de l'unité. Ouais. Et donc, on va vous faire, si un jour vous changez de technique, mais que vous dites que c'est comparable, parce qu'il y a juste un facteur de conversion de 10 ou de 100, dans le système consommateur, on ne va pas tenir compte de ce système de conversion. D'accord. Et du Donc, coup, vous allez produire des données pathologiques ou pas. Je vous donne un exemple. Hein, moi, il y a 5 ans, on est passé sur la CRP en unité internationale. On a eu une vague d'hospitalisation pendant un mois parce que les prescripteurs n'avaient pas tenu compte du changement d'unité, malgré l'information qu'on avait faite à plusieurs reprises. Donc, c'est important de faire en sorte de maîtriser vos comptes rendus et la manière dont ils sont utilisés. bien sûr. Ok. Et tout ça, J'ai c'est une petite normé. question à mon tour, éventuellement. Ouais. Euh, pour des gens, des internes notamment, qui voudraient potentiellement se tourner vers de la bioinformatique ou des systèmes d'informatique de laboratoire comme ça, est-ce qu'il y a un diplôme, un DU, peut-être quelque chose vers lequel se tourner Alors, ça dépend. Il y a, sur la partie data analyse, là-dessus, il y a plein de formations. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Sur la partie, sur la partie data, il y a des doubles formations que vous pouvez effectuer. Après, sur la partie, on va dire, sécurité, RGPD, là, il y a pas de formation du tout. Et c'est que des formations qui sont dispensées typiquement par des associations comme nous, aux professionnels de santé, hein. Nous, on doit faire une vingtaine de jours de formation, notamment sur le RGPD, par exemple, euh, à destination des biologistes, mais pas que. On le fait à tous les autres professionnels de santé. parce que c'est quand même assez indispensable maintenant, à l'heure actuelle, d'être formé là-dessus. RGPD, c'est assez nouveau, je pense, pour nous, qui ne sommes pas du tout de ce milieu-là. Et je pense que tout le monde devrait être informé là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas moyen
peut-être d'en reparler, nous, au cours d'une future invitation Alors ça, avec webinaire, mais plaisir, parce que je vous dis, là, on va produire à la fin de l'année un code de conduite euh, qui va être opposable, hein. Donc, mhm. qui définit Ouais. toutes les règles toutes les exigences à mettre en place au sein d'un laboratoire de biologie médicale pour se conformer au RGPD. Très bien, c'est parfait. Et maintenant, une autre question d'un point de vue peut-être un peu plus personnel. Vous avez parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure dans la web bioéthique. Ouais. Justement, ma thèse porte un petit peu là-dessus. Donc, je me demandais, il y a déjà des systèmes qui existent, qui utilisent l'intelligence artificielle et qui sont utilisés au laboratoire. Vous aviez dit que les patients devaient être au courant que de tels systèmes étaient utilisés. Oui. Et une information obligatoire. D'accord. Vous savez comment ça se passe un petit peu au niveau des services pour informer le patient? Parce que je n'ai jamais entendu Ben, parler de ça. normalement, il y a une mention sur le compte-rendu. D'accord. C'est entendu, d'accord. Ouais. Non, je revérifierai parce que je pense pas avoir fait attention à ça, On j'avoue. ne le fait jamais, hein. Oui, d'accord. Oui, On le fait jamais de peur que le patient réagisse mal ou le professionnel de santé réagisse mal. Euh, alors après, c'est à nous de libeller correctement l'information, mais normalement, on a un devoir d'information de l'ensemble des destinataires. Ouais. d'accord. Très bien, très bien. C'était bon pour moi. Euh, du coup, moi, j'avais aussi une autre question. Je ne sais pas si quelqu'un prend la parole. Vous avez parlé de la fin de la prescription papier. Oui, On espère pour fin 2014, 2024, pardon, 2014. oui, bah alors c'est ce qui est prévu, hein. Après, à mon avis, ça va prendre encore un peu de temps. Ouais. Et en fait, quand vous parlez de ça, vous parlez des centres hospitaliers, des cliniques, etc. Est-ce que vous parlez aussi de tout ce qui est profession libérale? Est-ce que vous Alors, parlez aussi des médecins je parle de généralistes tout très ce qui isolés? est médecine de ville. D'accord. Donc, compris les médecins possiblement un petit peu isolés, Oui, oui. Ou les pas médecins forcément au hospitaliers qui font des courant. consultations, toute prescription qui va partir en ville. D'accord. Et cela, du coup, dans tous les domaines que ce soit la Oui, pharmacie, la biologie. J, la radio, bah, toute prescription. D'accord, ok. Et avec une obligation d'alimentation du DMP Ouais, et l'obligation d'alimentation d'un autre entrepôt qui s'appelle EPU, qui est géré par la CNAM et qui va permettre aux différents acteurs qui utilisent potentiellement cette prescription d'avoir un flux. C'est-à-dire que le prescripteur va savoir si la prescription a été utilisée. d'accord. Bah, typiquement, ça, c'est des éléments qui sont assez importants en onco, où on a des armées de secrétaires qui passent leur temps à récupérer les bilans qui ont été faits, pas que les bilans, même déjà à savoir si le patient est venu en temps et en heure dans le laboratoire pour faire son examen. Hmm. Donc là, EPU va permettre de gérer tout ça en temps réel. D'accord. Et est-ce que vous n'avez pas peur que l'opinion publique, apprenant cela, ait un peu peur qu'il y ait un genre de flicage, on va dire parce que, Alors, les patients, eux, ils n'ont pas peur du tout, c'est les professionnels de santé qui ont peur. oui, ouais, non, mais après, des deux côtés, hein, mais euh, Et donc, il y a des garde-fous qui ont été mis en place un peu partout pour faire en sorte que la CNAM n'ait pas accès aux données. d'accord. Alors, du coup, je comprends Ils pas gèrent bien. l'architecture, Ouais, ils gèrent le système d'information, mais ils n'ont pas accès aux prescriptions présentes. d'accord. Ils peuvent faire de l'extraction. Non, 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 non. Non, Ils ne gèrent que l'infrastructure matérielle. ok, ok, J'ai ok. vu qu'il y avait une question. Ouais, ouais, ouais. Si vous voulez, je peux vous les lire. Alors, comment est-ce que vous envisagez le futur de l'informatique au laboratoire?
est-ce qu'il y a de grosses innovations qui arrivent et qui vont révolutionner les systèmes d'information? Ah oui, moi j'en suis intimement persuadé là qu'on est qu'au début. Alors il y a plusieurs éléments, hein. Il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle et où à terme, on n'aura plus de système de gestion de laboratoire. On aura des bases de données avec euh, des outils d'intelligence artificielle qui vont générer automatiquement les rapports, mais on n'aura plus du tout de système tels qu'on les connaît à l'heure actuelle. Bon, il y a l'exploitation de la donnée massive pour une médecine personnalisée, ça va révolutionner aussi nos activités. Ça commence à se mettre en place, mais on voit, il y a des outils et des algorithmes qui arrivent sur le marché qui sont fous. On est euh, là, moi, je travaille avec plusieurs startups qui ont fait qui ont fait ce qu'on appelle du deep learning et on découvre des associations entre paramètres qu'on n'avait jamais envisagées, des relations, des marqueurs, des biomarqueurs pour plusieurs pathologies qui sont super intéressantes, qui sont soit prédictifs, euh, qui permettent de stratifier la pathologie, de mettre en place des prises en charge personnalisées en fonction de la valeur d'un biomarqueur. Non, notre pratique médicale va être assez vite transformée et même chose dans nos systèmes d'information, c'est-à-dire qu'on va arrêter de gérer la quincaillerie parce que ça, c'était une maladie des professionnels de santé à vouloir tout maîtriser. Et donc, on internalisait très souvent tout ce qui était serveur, impression. Et donc, on devait avoir des gens qui étaient spécialisés dans pour maintenir toutes ces infrastructures. Et là, on a une très, très forte tendance pour tout externaliser. Et ce qui va permettre d'ailleurs aux informaticiens des laboratoires de se concentrer sur le cœur de métier et d'arrêter de faire du réseau, de faire de la gestion de bases de données. Donc, ouais, il va y avoir une grosse transformation là qui est en train de se mettre en avant. Et quand vous parlez d'externalisation, vous n'avez pas peur non plus de fuite derrière Ben justement, c'est pour ça qu'il y a la certification HDS. Oui, oui, oui. Ça va être Et puis sécurisé. après, c'est à nous en tant que responsable de traitement et responsable producteur de données de définir nos exigences de sécurité. Donc moi, si je prends mon exemple sur Innovi, on veut absolument que les données soient hébergées en France par son souverain. Voilà, c'est une de nos premières exigences. Et après, sur tout ce qui est architecture réseau, donc vous mettez en place tous les systèmes de double induction, vous mettez ceinture et bretelles, vous faites appel à plusieurs opérateurs, vous mettez des backups en 5G, voire en hertzien, bon, de façon à assurer une continuité d'activité et s'affranchir de tout coup de pelleteuse malheureux. D'accord. Alors, je ne sais pas, il est 20 h, ça fait 1 heure, c'était un peu le temps qu'on avait. Alors, Ah, il y a une autre question. l'IA peut-elle être une Ouais. menace? Alors, l'IA va être une menace. Il ne faut pas la considérer comme une menace. Euh, Elle va transformer notre métier, ça c'est clair, en profondeur. Mais jusqu'à présent, l'addition IA toute seule, elle est des fois plus performante qu'un humain, mais on arrive toujours, pour l'instant encore, on arrive toujours à la coincer. Par contre, il y a une vraie synergie entre l'IA plus l'humain. Et on devient beaucoup plus pertinent.
Donc non, je ne pense pas que c'est une menace. Par contre, c'est des choses qu'il faut maîtriser. Et ça, c'est un vrai défi. Et je pense que si les biologistes médicaux ne maîtrisent pas leurs données et leur exploitation, là, pour le coup, ils risquent de disparaître. Parce qu'on en est à créer maintenant ce qu'on appelle des jumeaux numériques, hein, et on arrive à faire du diagnostic sur des modèles. Donc, c'est assez impressionnant. Du diagnostic sur des modèles, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va, on entraîne nos algorithmes Mhm. plus sur des données réelles, mais sur des données modélisées. Donc, on va beaucoup plus vite pour l'apprentissage. D'accord. D'accord. Alors, peut-être qu'on peut avoir une dernière question si quelqu'un se sent Alors, inspiré. je sais que l'informatique est toujours ou en tout cas, toujours le parent pauvre en biologie. On a du mal à. On utilise l'outil, Mm. mais on le comprend pas toujours. Et alors que c'est vraiment un élément indispensable et c'est des choses sur lesquelles vous devez absolument vous intéresser. Et a priori, sur ce que j'ai vu, il y a quand même une modification des études où on va introduire dans les études tout ce qui est les notions de big data, les notions de sécurité dont je vous ai évoqué, qui ont été mises en place autour du Ségur du numérique. Normalement, il est prévu qu'il y ait des formations qui soient mises en œuvre euh, à tous les stades universitaires. D'accord. Et du coup, il y aura aussi des formations prévues pour l'éducation des biologistes Oui, oui. en Alors ça, poste, dans le DPC, etc. ah oui, oui, ça, après, dans le DPC, mais même Vous l'aviez j'espère que vous abordé en très aurez vite. avant. Ok. En tout cas, moi, je sais que je fais déjà partie à Montpellier d'un cursus de formation pour l'ensemble des professionnels de santé qui soient en cours de formation ou déjà formés. Donc, ça se déploie. D'accord. Super. Parce que ce qui est l'autre élément du RGPD, au-delà du RGPD, hein, c'est la sécurité des données. Et on a l'habitude de dire que la plus grande faille de sécurité, c'est ce qui se trouve entre la chaise et le clavier. Oui. Voilà. C'est bien. Donc, c'est important d'être formé pour adopter tout de suite les bonnes pratiques.